histoire avant d'entrer directement dans la matière. La première étoile variable qui a été découverte, c'était il y a 400 années. Tout le monde la connaissait. On l'a connue, on l'appelait Omicron Ceti, mais tout le monde la connaît avec le nom de Mira, avec une période de 11 mois. Mais les nôtres sont beaucoup plus récents. Ils ont été découverts autour de l'année de fin du 19e siècle, 1899, les premières. En fait, les premières RR Lyrae, on ne l'appelait pas comme ça. On les appelait variables d'amas. Pourquoi on les appelait comme ça? Parce que les seuls qu'on a vus étaient dans des amas globulaires, dans l'halo galactique. Mais toutes les étoiles comme ça étaient là-bas. Jusqu'à que cette dame qui est là, bon, c'est une dame, on aime bien donner l'importance et mettre en valeur ça. C'est une dame qui s'appelle William Fleming, qui en 1899 découvre un type d'étoile d'amas, mais qui n'était pas dans un amas globulaire. Ça c'est vraiment une surprise, c'est quelque chose qu'on aime bien les scientifiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Voilà, cette étoile de magnitude 7 dans la constellation de la Lyrae, c'était une étoile RR Lyrae. Il faut mettre les choses, et voilà, l'Union astronomique internationale en 1948, ça veut dire presque 50 ans après, la IAU a décidé d'appeler les étoiles d'une façon différente. Parce qu'ils n'étaient pas tout simplement dans les amas de l'halo galactique, on les trouvait aussi plus proches du centre de la galaxie. Ça veut dire qu'on pouvait les trouver dans différentes régions. À partir de 1948, on appelle ces étoiles RR Lyrae. Voilà, la partie historique c'est terminée. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi les étoiles pulsantes sont merveilleuses. Dans les étoiles pulsantes, il y a les premières qui sont très connues, les céphéides, qui sont vraiment intéressants, de la même façon que RR Lyrae. RR Lyrae sont très homogènes. Par exemple, les étoiles RR Lyrae ont une magnitude absolue de 0,6 à 0,7, très très stable. Ça permet aux scientifiques de déterminer les distances. Ce sont des chandelles standards. Ça c'est vachement intéressant. On va décrire aussi les caractéristiques principales physiques des étoiles RR Lyrae. Je vais essayer aussi de faire comprendre comment s'est formée une pulsation, ce phénomène si bizarre de la pulsation. Bon, les pulsantes ont des oscillations radiales. Une oscillation, ça veut dire qu'il y a des changements, ça change le diamètre. Vraiment, l'étoile grandit de façon périodique. Et la magnitude, la température superficielle change. Même le spectre est différent. Ça, il se caractérise par des périodes assez courtes par rapport à la vie de l'étoile. Ce sont des périodes de l'ordre de 0,2 à un peu plus d'un jour. La plupart des variables RR Lyrae ont des périodes de une demi-journée. Ça a fait difficile sa découverte parce que parfois ça faisait coïncidence avec les midis terrestres. Donc on observait l'étoile quelques jours après, l'étoile était pareille. Mais bon, c'est une petite parenthèse. La plupart sont des pulsantes radiales. Le type spectral, c'est un type spectral AF. Ça veut dire 5500 degrés à peu près. On va les voir, on va les placer sur le diagramme HR. Sa masse caractéristique
et de 0,8 masse solaire. Ça veut dire que la magnitude, on va la voir plus tard dans la partie observationnelle, mais ça va d'une magnitude, c'est la variation, c'est d'une magnitude tous les différents cycles. Si on arrive au diagramme HR, là, on voit les types de ces étoiles. Voilà, AF est là. On monte, là à gauche la magnitude absolue, et en bas, on trouve nos étoiles, bon, au centre nos étoiles. Voilà, la bande c'est une bande d'instabilité. Cette bande sont les RRI, les RAE sont là-bas, les céphéides sont aussi là-bas parce que c'est la bande d'instabilité. En réalité, on pense que toutes les étoiles, dans un moment donné de sa vie, sont étoiles qui ont abandonné la séquence principale. Ils ont abandonné cette séquence principale, sont des étoiles assez vieilles, et ils rentrent dans des régions d'instabilité, ça veut dire des pulsations. On pense que la plupart des étoiles comme ça vont passer un moment de sa vie par cette phase d'instabilité. Il y a 3 subtypes de RR Lyrae. Le RRAB, avant il y avait 4 types, mais bon, on a groupé le A et le B. Donc il y a 3 types A, B. Sont les plus usuels, les plus communs. On peut observer dans les graphiques qu'il y a une montée très très forte, tellement courte comme une demi-heure, c'est une montée accélérée. Et après, un maximum et une descente beaucoup plus, qui peut durer le reste du cycle. On a aussi le RR type C. Sont beaucoup moins habituels, il y en a moins de ce type-là. Et les étoiles RRC sont des étoiles qui changent en continu. Ils n'ont pas une phase de minimum, sont beaucoup plus symétriques. Sa courbe de lumière, c'est beaucoup plus symétrique. On n'a pas cette montée si rapide. Non, c'est un cycle, une descente et une montée similaire ou symétrique à la montée. Et on a aussi les RRD. Je n'ai vu qu'une ou deux, pas plus, donc elles ne sont pas très très habituelles. Et ils sont 2 façons de pulsation à la fois. Ces 2 façons de pulsation se cumulent. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on les appelait RR2. Parce que ce sont des... Voilà. Les RRD ont une variabilité plus importante, une dispersion plus importante. La courbe, c'est une courbe avec plus de dispersion. On va parler un peu de ce type de courbe. Une courbe de lumière, comment on le fait? On utilise des modèles mathématiques et jusqu'à voir s'ils sont cohérents avec les données mesurées sur l'étoile. On fait la décomposition comme ça, qu'on voit. D'abord, il y a une courbe très très simple, un sinusoïde comme nous avons vu à l'école. C'est le mode fondamental. Une période longue, c'est comme ça, c'est le mode fondamental de l'étoile qui fait des vagues. Après, quand on a des courbes de ce type-là, avec des maximums, minimums, il y a 2 ou 3 à des hauteurs différentes, minimum similaires, il faut faire l'addition des différentes courbes
avec des périodes plus petites, et voilà, et finalement, il y a l'addition des différentes courbes. Donc, le mode principal plus le mode secondaire nous donnent finalement la courbe de lumière comme ça. Voilà une courbe avec un peu plus complexe, c'est la courbe rouge. C'est ça l'observation. Comment on peut la décomposer? Voilà, en bleu, le N1, un cycle pendant les périodes, et c'est le mode fondamental d'oscillation de notre étoile. Mais voilà, là il y a des montées, des descentes dans la courbe rouge. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter pour mettre un mode de pulsation, le jaune, un mode de pulsation 3, ça veut dire 3 cycles au même moment que la courbe principale fait un cycle. Donc, ça peut nous expliquer quelques variabilités, mais pas toutes les surmentations. On va rajouter une autre pour voir si, de façon mathématique, on arrive à faire la courbe le plus proche possible à l'observation. Par addition de ces 3 courbes, la jaune, violet et bleu, on peut arriver à avoir la courbe rouge qui nous intéresse. En bas, on voit 3 par exemple, mais parfois on a besoin de faire l'addition des différents subcycles. Il y a 2 types de pulsations, radiales et non radiales. Ici, on va parler surtout des pulsations radiales. Qu'est-ce que ça veut dire pulsation radiale? L'étoile, en fait, a sa forme sphérique. Donc, dans la plupart des étoiles RR, Lyrae sont des pulsations radiales. Et l'étoile, on dit que l'étoile respire. Voilà. L'étoile gonfle un peu et descend un peu. C'est ça exactement ce qui arrive à l'étoile. Je n'ai pas exagéré. Les tailles sont faites à l'échelle. Vraiment, la différence, c'est comme ça. On peut passer d'un diamètre de 1 à un diamètre de 1,5. Imaginez si le Soleil, tous les 12 heures, augmenterait de taille à 2 millions de kilomètres et retourner à 100 400 000 tous les 12 heures. Ça serait un spectacle extraordinaire pour nous. C'est ça que notre RR Lyrae font, avec une régularité assez intéressante, assez bon. Ça, cette diapositive, j'aimerais bien l'expliquer, mais bon, pour moi, ça a été aussi compliqué. Mais c'est la réponse à la question pourquoi une étoile commence à faire des pulsations et pourquoi le Soleil ne fait pas la pulsation. Bon, le Soleil ne fait pas de pulsation parce qu'il n'est pas dans la bande d'instabilité. Mais quelle est la naissance d'une pulsation? Ça va, il faut parler d'ionisation. Hier, Carl Lockbit a parlé un peu de l'ionisation. Pour expliquer un peu des pulsantes, il faut aussi parler de chimique et d'ionisation. Il existe dans les étoiles RR Lyrae, très très proche de sa surface, dans ces parties-là, il y a une zone partiellement ionisée. Cette région, cette couche, c'est l'origine de la pulsation. Une règle basique à mémoriser, c'est que au fur et à mesure un gaz est plus ionisé, c'est plus opaque à la radiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons notre étoile. Voilà. Nous avons notre étoile. La couche partiellement ionisée, mais tout le cœur, le noyau de l'étoile, c'est en train de brûler, de créer de l'énergie, comme d'habitude. L'étoile, elle s'en fiche de ce qui se passe dans la surface. Cette énergie,
Quand cette énergie arrive à la couche partiellement ionisée, au lieu de monter en température, va ioniser encore plus cette couche. Va la ioniser encore plus. Donc, la température ne change pas. Mais l'opacité de la radiation change. Plus opaque, ça veut dire que la radiation qui vient de l'intérieur, ces gaz qui veut grandir, pousse cette couche, parce qu'il ne peut pas passer cette couche-là. Donc, va la pousser et l'étoile grandit. Mais c'est un grandissement réel. Sa surface s'éloigne du cœur de l'étoile. Ça a une limite. Quelle est la limite de ce grandissement? Les pas suivants, c'est que l'étoile a grandi, l'énergie, point très important, ne sort pas de l'étoile au même flux, et au fur et à mesure que l'étoile grandit, sa brillance diminue. Ça, on va le voir avec les courbes de lumière, avec Mercé. À un moment donné que l'étoile arrive à une certaine taille, les couches extérieures sont de plus en plus froides. La densité va augmenter, il y a une contraction, la couche partiellement ionisée que s'est déjà transformée un peu, revient à son état initial et va récupérer la transparence à la radiation. Donc cette contraction et la radiation qui produit son cœur commence à nouveau à partir et l'étoile récupère sa brillance. C'est ça l'essence de la pulsation. Il y a beaucoup de questions encore. Ce n'est pas si facile que je l'expliquais. La réalité, c'est légèrement différent, mais on continue l'étude. Il y a des questions. Je vais terminer avec l'effet Blasco. C'est une caractéristique des étoiles RR Lyrae. J'ai vu même un article de cet article sur les étoiles Delta Scuti, mais c'est pas évident. Bon, l'effet Blasco, c'est ça qui est cherché par les professionnels dans les étoiles RR Lyrae. C'est une modulation de la période et la magnitude. C'est une magnitude courte, une demi-journée. Mais en plus de ça, il y a un autre cycle qui fait entre 10 et 100 jours, qui a une affectation de l'ordre de 20% dans la pulsation de RR. Vous allez le voir très bien avec les courbes de lumière. Ce qu'on voit, c'est à peu près ça. Ça veut dire le maximum pendant 7 cycles dans ces cas-là, c'est 86 jours d'effet Blasco. Le maximum pendant la période, la phase la plus bas, c'est à une magnitude de 16. Mais pourtant, quand on est en phase de maximum, va plus haute que 15,5. Dans ces cas-là, la période courte semble pas varier, mais parfois il y a même des variations de la période courte. Donc on voit des changements aussi. Merci va vous le montrer très facilement avec les courbes de lumière et différents instruments d'analyse, d'observation. Je passe le micro à Mercé pour le voir concrètement. Merci. No es el final, ¿eh? No, pero que el mío no micro. Ah, claro. Lo que pasa es que lo paro, por eso no encendió las luces. Para evitar los ruidos en el cambio de micro, claro, muy bien. Me ha encantado cómo lo ha hecho. Yo estoy traduciendo paralelamente y me veo muy bien. Muy bien. Sí, sí. No sé. Y eso que estoy medio dormido y a tonto, pero con el café me ha ido bien. Yo creo que fue peor el traje de ellos.
Bon, je vais continuer plutôt notre expérience observationnelle pour ces étoiles pulsantes RR Lyrae. Sont assez spéciales. Qu'est-ce qu'on peut dire les astronomes amateurs ou qu'est-ce qu'on peut faire les astronomes amateurs? Qu'est-ce qu'on peut avoir à partir de l'observation de ces étoiles? Quelles sont les données qu'on peut ressortir et surtout des données qui peuvent servir pour faire de la science. Quelque chose pour laquelle je suis vraiment très motivé, très poussé à faire beaucoup d'heures d'observation et d'efforts pour comprendre comment faire ces observations, c'est le fait de savoir, être sûr que mes données pouvaient servir à une finalité scientifique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le monde ordinateur tout simplement. Ce sont des données qui peuvent aider avec comme un petit grain de sable à avancer dans la science. Bon, le plus simple, on va faire une courbe de lumière, comme avec beaucoup d'autres étoiles variables. Ces étoiles, on peut les faire avec différents filtres. Ça, c'est important. Si on utilise des filtres photométriques standards. Ces courbes de lumière peuvent apparaître avec des différentes formes, différentes magnitudes au maximum. Ça dépend du filtre photométrique qu'on a utilisé. Qu'est-ce qui se passe? Que ces filtres photométriques utilisent des bandes de longueur d'onde très très concrets, très caractérisés. Et en plus, c'est comme si parfois coupe l'entrée de lumière. C'est pas si intéressant de recevoir toute la lumière, mais c'est surtout de pouvoir analyser la lumière de l'étoile dans différentes longueurs d'onde. Ça va donner aux scientifiques beaucoup plus d'informations. Donc ça donne plus d'informations que si on fait sans filtre. Après, si notre observation est faite avec un filtre photométrique standard, comme le Sloan ou d'autres, nos observations sont comparables, sont beaucoup mieux, on peut les comparer beaucoup mieux, on peut même les mettre avec d'autres observateurs. Si on n'utilise pas de filtre, l'observation c'est utile, on pourrait calculer la période, mais on n'aurait pas une idée tellement exacte de la magnitude à laquelle le maximum se produit. La sonde du maximum, ça c'est en CFEO, il y a une descente très très lente, un minimum aussi très très large, une montée assez forte et une région au maximum. C'est une RRAB, c'est asymétrique, et ce qui nous intéresse, c'est calculer à quel moment et quelle magnitude est le maximum. Pour faire ça, il y a des systèmes mathématiques pour ces calculs. Il faut calculer une fonction polynomique, il y a un systématique des minimums carrés et autres, un peu plus compliqués, qui nous permet de calculer ces points et ces magnitudes. Nous avons la chance, la même que Johan, nous avons l'aide de Jean-Maria Vilalta, ingénieur technique qui a des connaissances mathématiques parfaites, et c'est le mathématicien de notre groupe. Il a développé un software particulier avec des feuilles Excel pour calculer toutes ces courbes de lumière et ces maximums, la magnitude au maximum. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est transformer nos observations en diagramme de phase. Là, en haut, on est en train de voir tous les points d'une nuit déterminée. Mais si nous intéresse pour caractériser beaucoup mieux l'étoile, on peut superposer beaucoup d'observations de différentes nuits. Et ça, on le fait avec un diagramme de phase. C'est un autre diagramme fondamental pour étudier et observer les étoiles variables. Chaque moment d'observation, on les met à quelle phase correspond dans le cycle. La pulsation,
sera le temps entre un maximum et le deuxième maximum, et chaque point, il faut les placer dans la zone de phase qui correspond. Normalement, les maximums, on est considéré phase 0, et les suivants maximum, c'est la phase 1, la phase 1. Dans les variables éclipsantes, c'est représenté différemment. Ce diagramme de phase nous permet de faire après les comparaisons entre les différents types de variations. Là, on commence à observer que ces maximums peuvent avoir des grandes différences dans la magnitude. Ça veut dire que ça peut nous donner une première idée qu'il peut y avoir une périodicité différente, à part sa période principale de pulsation. Les calculs de la période ou l'ajustement plus précis de ces périodes, on va les travailler aussi. Les éléments fondamentaux sont, à savoir, c'est de connaître un jour où se produit le maximum et quelle est la périodicité de ce maximum. Ça veut dire sa période. Ces observations nous permettent d'ajuster la période en fonction des observations. Pour ça, on peut faire d'autres diagrammes qui sont appelés comparaison entre ce qu'on observe moins ce qui était prévu. Ça veut dire que pour ces nuits, on espérait un maximum à un tel moment, nous avons fait l'observation et on a fait l'observation et on va déterminer si ces moments-là avancent ou c'est en retard de la prévision. Le diagramme O-C. Il faut aussi savoir qu'avec la détermination de cet avancement au retard, avec une seule observation, on peut rien dire. Donc les O-C, il faut les faire à chaque observation pour faire un suivi tout au long du temps. Et on peut faire aussi des détections d'autres fluctuations, d'autres variations, voir s'il y a l'effet Blasco ou d'autres observations entre l'observé et le calculé. Des variations qui ne sont pas expliquées par l'effet Blasco. Bon, on va voir ces graphiques O-C. C'est les graphiques qu'on a parlé tout à l'heure. Là, on met les jours de Julien et la variation de ce qu'on a observé par rapport aux éphémérides. Si l'observation tout au long des années, c'est dans la même ligne, ça veut dire que l'ajustement est assez bon. Ça veut dire que soit le point initial où il y avait un maximum, c'est le T0, et la période calculée, qui est là en haut, c'est bien ajusté aussi. Donc tout au long des années, c'est maintenu. Là, il y a des observations qui sont un peu dehors, mais ce sont des observations visuelles et il peut y avoir des erreurs d'observation. Il faut aussi savoir que la pulsation n'est pas toujours parfaite, mais on peut imaginer que ces éléments, soit les jours comme indiqués comme point zéro et la période, c'est ça qu'on appelle les éléments du variable. Voilà, en bas, on voit un cas différent. À partir d'un moment, les maximums, les périodes sont plus courtes. Les périodes sont plus courtes. Nos O-C sont plus importants. On voit les maximums avant de ce qui était prévu. Donc il y a quelque chose qui change. Peut-être le T0 c'est bien fait, bien calculé, mais au long des années, c'est difficile à expliquer ces variations. Donc ça va nous donner une tendance de que la période étroite sera plus étroite. Mais il y a aussi des graphiques comme ce troisième, W Canis Venacity, et dans ce cas-là, O-C,
qui était calculé, on peut le calculer avec des éléments de plus haut ou avec d'autres éléments. Donc on peut ajuster un peu mieux ou non. Dans ces cas-là, l'ajustement n'est pas du tout correct. Ni les points zéro sont bien ajustés, ni la période non plus. Ces éléments sont calculés avec le catalogue général des étoiles variables de 2012. Alors on peut recalculer, donc ce sont les mêmes observations en bas, en haut et en bas sont les mêmes observations, et ça a été recalculé par Jean-François Leborgne quelques années après. Donc, à notre époque actuelle, à notre moment, cette période et ce temps initial qu'il a modifié s'ajuste à un ajustement beaucoup mieux que la réalité. Là, il y a une information d'un historique qu'il faut tenir en compte, parce que toutes ces observations sont visuelles, ne sont pas des CCD, donc il peut y avoir des dispersions. Mais voilà, c'est un exemple comment les graphiques OC vont nous donner beaucoup d'informations. Il y a d'autres graphiques O-C qui sont vraiment très compliqués d'analyser. Ça, c'est O-C de RR Lyrae, de la même étoile qui donne le nom au groupe et qui fait des choses très très bizarres. Il y a des variations de tout type, ne sont pas linéaires. Donc ici, il faut vraiment une analyse beaucoup plus en profondité, par période, par année. Là, il y a beaucoup d'observateurs. Catherine Collenberg, un astronome professionnel qui a observé beaucoup de RR Lyrae. Et voilà, il y a des périodes qui est plus courte, qui est plus longue. C'est vraiment une étoile extraordinaire. Ce sont des graphiques qui donnent beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on fait nous? Comme toujours en astronomie, il faut préparer l'observation. Si l'observation n'est pas préparée, pour faire ça, je sais Maria Villalta nous a aidé beaucoup avec une feuille Excel avec laquelle on calcule en automatique les éphémérides. Dans notre base de données, il y a les étoiles à observer. La présentation n'est pas faite pour un écran si grand. Mais bon, on met les données de notre observatoire, les jours de l'observation, et on peut calculer les éphémérides. Voilà, un listing de toutes les étoiles qui sont visibles ces nuits. Donc si on prend des Andromédae, il y a un graphique pour nous dire que le 19h quelques, ça sera le maximum. Donc on va voir à quel azimut c'est l'étoile, combien de temps pour passer la méridienne. Et voilà. Donc nous, on préfère que le maximum ne soit pas au passage des méridiennes en fonction de la monture de notre télescope. Mais bon, en fonction de chaque étoile, il y a aussi une base de données avec les champs, les coordonnées, les magnitudes en différents filtres, les étoiles de comparaison, etc. Les étoiles témoins. Avec tout ça, on se met au télescope et on fait des photométries différentielles avec CCD. Ça veut dire on va chercher une étoile, probablement ici dans ce champ, c'est une étoile d'Hercule, très très faible, je ne sais pas exactement laquelle, mais nous on va localiser l'étoile, les étoiles témoins pour comparer, et avec dans photométrie différentielle, si nous avons une étoile pour laquelle on ne connaît pas la magnitude, nous avons des comparaisons qui ne varient pas par catalogue. Ils vont nous donner une magnitude témoin, mais on peut comparer la nôtre. Nous, on fait habituellement des captures pour avoir un rapport signaux-bruit le mieux possible. Nous avons mis comme rapport SN, signaux-bruit, minimum de 100.
soit au moins de 100. Inférieur à ça, pour nous, ce n'est pas une bonne nuit photométrique. Parfois, on le fait si on n'a pas le choix, mais normalement, on va essayer de le faire comme ça. Sinon, si on est en dessous de 100, l'erreur de l'observation sera plus importante. Donc, notre CCD, c'est réfrigéré. En hiver, on arrive à moins 20 degrés. Et on fait aussi les darks et flat pour pouvoir calibrer les images. Donc l'image supérieure c'est brut, mais à l'aide de quelques programmes informatiques, il faut calibrer les observations pour éliminer les bruits thermiques de la caméra, les variations qu'on peut avoir dans notre détecteur de CCD. Chaque pixel n'est pas identique à celui d'à côté, donc il faut homogénéiser les détecteurs. Il faut savoir aussi que la poussière qui est dans notre système optique, soit sur la CCD ou sur le télescope. Mais bon, il y a quelques logiciels informatiques qui nous aident beaucoup à la prise d'images et à la calibration de ces images. Nous, on utilise surtout AstroArt pour prendre les images et les images de calibration, et IP4Win de Richard Berry pour faire la photométrie. Il y a aussi d'autres logiciels, bien évidemment. Après la calibration et réduction des données, nous intéresse d'avoir un bilan en format texte qui soit possible, qui soit légible par l'APSO, GEOS, tous les groupes qui travaillent pour les étoiles variables. Ça, on peut le faire avec un autre logiciel qui est libre de Julio Castellano, Photodiff. Et IP4Win nous sert aussi à faire la photométrie. Et voilà, il faut le nom de la variable, les jours, les moments. Si c'est héliocentrique, c'est mieux, les magnitudes, les étoiles de comparaison, etc. Les étoiles tellement utilisées. C'est ça qui est intéressant, vraiment, aux astronomes professionnels, aux scientifiques. Nous, à partir de là, on peut faire des calculs. Mais nous, ce qu'on envoie au groupe GEOS, ce n'est pas le moment de maximum, l'erreur. Nous envoie notre photométrie et c'est les groupes GEOS de professionnels qui font les calculs. Ils font les calculs exacts des maximum. Voilà, c'est ça qui nous est demandé. Qu'est-ce que c'est le groupe GEOS, ce groupe européen, cette collaboration PROAM des groupes européens d'observation stellaire? C'était fondé en 1974. Quand il a été fondé, la plupart des professionnels à ce moment-là étaient amateurs. Et ils sont maintenant une vision professionnelle, mais ils conservent la vision des amateurs. Il y en a de différents pays, Italie, Suisse, France, Belgique, Allemagne, du Japon, il y a quelqu'un. Et l'objectif de ces groupes-là, c'est que les observations qui soient faites, finalement, a un but scientifique et maintenir aussi une base de données la plus grande possible des étoiles RR Lyrae. Si on va au catalogue APSO, finalement APSO va renvoyer au groupe GEOS. Quels sont les projets de GEOS? Il y en a deux. Enregistrés avec des télescopes robotisés jusqu'à magnitude 12.5
Ça, on le fait depuis Calais, la France, ou la Silla, au Chili, avec ces télescopes que je crois qu'on utilise aussi pour d'autres tâches, de transit, mais il laisse un peu de temps pour observer RR Lyrae. Et un deuxième projet, c'est l'étude des étoiles plus faibles, entre 12 et 15. Tout ça, c'est fait par des observateurs amateurs. Notre participation de l'Association astronomique de Sabadell dans les groupes, on le fait depuis nos observatoires, mais aussi l'observatoire du Montsec, aussi l'observatoire de Joan Fainé à Barbera del Vallès. Joan Fainé est dans la salle, et depuis mon observatoire au Solsonès. On va voir quelques résultats qui sembleraient intéressants. Depuis 9 ans qu'on observe ces étoiles, on a obtenu 781 observations, 606 maximum observés en différents filtres, et parmi eux, 175 observations sans maximum. Parfois, il y a des étoiles qui nous donnent des surprises, la période n'est pas bien calculée, et voilà, et on n'observe pas le maximum. Nous avons vu très précisément 116 variables type RR Lyrae. Voilà la liste des étoiles. Et ça, c'est tous les maximums qui sont publiés dans nos bases de données de GEOS. Après, il y a la liste de nos étoiles préférées. Nous avons été Cepheus, c'est une étoile RRAB. C'est vraiment observé très régulièrement pour nous. À partir de 2010, on l'a récupéré et on l'observe très régulièrement. Tous les autres, on peut les voir dans notre site web de l'Association astronomique de Sabadell. Groupe de recherche, il y a un groupe de recherche qui s'appelle RR Lyrae, et dedans, il y a la partie observation. Là, on peut voir toutes les courbes de lumière qu'on a fait. Normalement, c'est mis à jour. C'est à jour. Quelques résultats qui sont intéressants parce que on est fiers d'avoir obtenu ces résultats. BD Draconis, c'est une étoile qui a permis d'être publiée ces résultats sur Astronomical Journal. Il y a des observations des télescopes robotisés, mais aussi des télescopes des amateurs. Avec des observations visuelles, il n'y avait pas de variabilité. La période est de presque 0,6. Mais pourtant, en 2005, de 2005 à 2011, on a fait une analyse des fréquences, des 136 maximum fait avec CCD. Et à ce moment-là, on a vraiment détecté des périodicités différentes. Là, vous pouvez voir un effet Blasco, ou un suspect en effet Blasco assez important. À partir de cette analyse, dans les graphiques observés, moins calculés, on voit que l'amplitude est variable aussi, et comment ces magnitudes au maximum de filtre V, 0,4 magnitude. L'effet Blasco déterminé, c'est de 24,1 jours. Là est notre résultat, une autre étoile pour laquelle je suis très fier de pouvoir le faire. C'était un projet assez spécial. Dans ce projet, on nous a demandé d'observer une étoile qui pourrait valider une certaine hypothèse. C'est une étoile un peu bizarre. C'est l'étoile Kik de type RRC à la constellation de la Lyre, magnitude entre 14,5 et 15. La périodicité observée, c'était dans le graphique O-C, mais qu'on ne pouvait pas expliquer par effet Blasco. Quelques chercheurs, je me rappelle bien
de la Pologne, Sodor et collaborateurs, ils ont observé quelques RRC qui avaient le même comportement. Et ils ont fait une hypothèse comme quoi c'était un système binaire. Donc c'était peut-être la première fois qu'on observait une RR Lyrae dans un système binaire. Il proposait un mouvement orbital d'une période de 2 années, comme ça veut dire en été 2017. En été 2017, oui, il faudrait mesurer la vitesse radiale vers nous et en été de l'année suivante, à la moitié de la période, une vitesse radiale qui s'éloigne. Si les deux vitesses radiales sont différentes, ça veut dire que probablement c'est un système binaire. Ça, on le peut vérifier à partir des observations de spectroscopie, bien évidemment. Par exemple, pour les exoplanètes, pour détecter des exoplanètes par vitesse radiale. Nous avons fait 42 observations de cette étoile, en 21% du total, dans les deux campagnes pour essayer de vérifier cette hypothèse. Voilà les diagrammes de phase. Ces diagrammes de phase sont faits avec les observations d'Eric Denou et les miennes. Voilà, c'était une collaboration pro-am. Et bien évidemment, les professionnels sont partis aux Canaries. On a utilisé les notes, le télescope note avec son spectrographe. Et ils ont déterminé la vitesse radiale en 2017 et en 2018. Mais ils avaient besoin que, juste au même moment qu'ils étaient en train de déterminer la vitesse radiale, nous faisions la photométrie simultanément. Ça nous a aidé à faire une publication aussi. De l'étoile Kik, je parlerai plutôt à Sabadell le prochain mois. Il y en a d'autres étoiles intéressantes. OX Hercule. On fait des suivis intensifs pendant un mois, on n'observait pas de changement et à un moment donné, soudain, on continue à observer, mais voilà, 1 ou 2 fois par an, on fait un suivi de cette étoile pour voir s'il y a des changements ou pas. Théo Persei, on a détecté aussi un possible effet Blasco. Et son graphique observé moins calculé, c'est difficile à expliquer. Donc il faut continuer à faire des observations pour avoir des conclusions. Bon, les conclusions de tout ce qu'on a parlé. Pourquoi on veut vous montrer que ces étoiles sont merveilleuses? Bon, les observations sont très bonnes. Dans une nuit, on voit comment la courbe de lumière monte et descend. C'est assez facile de calculer la période, faire un suivi tout au long du temps. Et spécialement, si ces données, on peut les donner aux professionnels et enrichir la base de données de GEOS. C'est une base de données avec plus de 4000 étoiles et plus de 100 000 maximum observés et analysés. Il y a un fonds historique aussi de l'université d'Odessa. Ils sont donnés des résultats historiques anciens, visuels, qui sont aussi dans ces bases de données. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt d'observer ce type d'étoiles. Merci. Et j'en profite pour vous inviter 22, 23 et 25 et 24 novembre à Sabadell. 25e convention d'astronomie, qu'on le fait tous les 2 ans. J'espère que vous pourrez venir.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour la présentation. C'est une question du côté de l'observation. Dans notre groupe, notre expérience, c'est quand on fait les flats, c'est quelque chose assez critique pour faire la bonne calibration de l'image, de l'observation. Et aussi pour avoir une courbe de lumière qui soit intéressante. Donc ces déviations des maximums prévus. Donc comment vous gérez la gestion, les flats? Est-ce que vous le faites avec le ciel, avec une boîte? Bon, nous avons différents gadgets pour faire les flats. À l'observatoire de Sabadell, on fait la coupole fermée et on fait des flats. Il y a un potentiomètre pour pouvoir modifier l'intensité de la lumière et on fait l'ajustement. Normalement, on fait des flats de 5 secondes, pas moins, et on fait un ajustement de l'intensité de la lumière pour avoir entre 20 000 et 30 000 unités de compte. Ça, c'est une idée que le flat, c'est correct. Dans mon observatoire, moi, je n'ai pas de coupole. C'est un toit coulissant, une toiture coulissante. Donc, j'ai une lumière qui est régulable aussi. Et ce que j'ai, c'est un outil de cuisine. C'est quelque chose que je mets le télescope en position parking. Ça regarde au mur de l'observatoire. Je mets une étoile blanche très homogène et la lumière de l'observatoire que je peux réguler dans ces régions-là reste très bien distribuée sur la toile blanche. Et voilà, je regarde d'être entre 20 000 et 30 000 unités et j'ai des flats qui sont assez bons. Donc parfois, il faut avoir de l'imagination et pas utiliser une boîte de flats. Johan, par exemple, il a une boîte de flats. Chacun a des solutions différentes. Moi, j'ai une boîte de flats. C'est une boîte faite en plastique. Et à l'intérieur, j'ai mis des LED et une lame, une surface pour distribuer la lumière. Et je suis comme elle, entre 20 et 25 000 unités. Et ça, je les mets sur le couvercle du télescope. Donc, je mets ma boîte de flat que j'ai fabriquée sur le télescope. Et voilà, les flats sont parfaits. Il est assez important de prendre la plupart des quantités possibles. Moi, je prends minimum 15 chaque nuit. Et après, pas faire la moyenne, c'est plutôt de faire la médiane. Les master flat, c'est beaucoup mieux avec ça. Voilà, j'ai fait 15 voire 25. Je l'ai fait à tous les séances d'observation. Il y a beaucoup de gens qui font des bibliothèques, des librairies, des flats avec en fonction des. Bon, avec les darks, plus surtout, mais avec les flats, on fait toujours, on fait toutes les nuits. Surtout avec les télescopes de l'association, où il y a des manipulations partout. Les flats doivent vraiment être le reflet de la réalité à ce moment-là.
Mais Ramon, pourquoi tu demandes si tu es le maître de tout ça? Tu es l'expert. C'est tout simplement pour expliquer un peu les flats. Il est notre façon de les faire. Les boîtes de flats marchent très bien s'ils sont bien faits. Mais attention, s'ils ne sont pas bien faits, c'est un désastre. Si on les a éclairés correctement pour notre vue, mais pour notre vue, quelque chose qui semble uniforme, peut-être ce n'est pas. Donc, l'alternative de la boîte de flat, on peut le faire avec le ciel. Minimum une quinzaine ou 25 du ciel. On peut avoir des traits des étoiles. On fait la médiane pour faire disparaître les traits. Et ce système, c'est un peu plus de travail, mais bon, parfois le ciel n'est pas dans ces bonnes conditions. Et à mon avis, ce qu'on fait avec le ciel sont les meilleurs. On n'a pas toujours le temps de le faire. Mais bon, et surtout faire tous les flats pour tous les filtres qu'on a. Donc ça, c'est un drame différent. Bravo pour la conférence, j'ai bien aimé. Bon, merci. Et voilà, les météorites. Bon, maintenant, on va faire une petite pause. La programmation, on va faire un repos pour prendre l'exposition suivante, c'est en français. On va prendre les auriculaires, les audio guides. Et on va faire, avant de commencer la conférence, on va faire quelques annonces. Des journées de 2020, un peu de publicité aussi de l'association qu'on va faire en voyage. Maribel va nous parler un peu. Donc on va faire ces interventions. Et après, merci. Un moment de réponse. Ok. Allez. Otra. Que no nos queda nada aquí. Se está chupado.